un bref aperçu du tome 1 de l'ouvrage À l'école du mariage de Happy et l'homme. Votre équipe technique. Le monde va mal. Notre société est en perte de vitesse sur tous les plans. Les guerres, les violences, l'insécurité, les dépravations des mœurs, et j'en passe, sont les caractéristiques de notre monde actuel. À qui la faute? Et surtout, comment redresser notre société? Certains accusent les gouvernements, d'autres l'Occident, etc. Et si les causes sont plus proches de nous que nous ne pouvions l'imaginer? En effet, le déclin de notre société actuelle tire une bonne partie de sa source dans la destruction de la cellule familiale. La famille, qui devrait être le cadre d'épanouissement et d'équilibre émotionnel de l'enfant, est affectée par des déchirements sans précédent. Les enfants sont témoins des violences conjugales, des séparations et des divorces. Une fois grands, ils sont incapables d'aimer les autres car ils n'ont jamais connu eux-mêmes l'amour. Que faire? Est-ce une fatalité? Et si nous essayons de redresser la cellule familiale pour la mettre sur les rails de ce que Dieu avait prévu? Oui, au lieu de remplir les librairies uniquement d'ouvrages techniques, il est temps de renverser la tendance en inondant les plateformes d'acquisition de connaissances par des ouvrages et des formations destinées à équiper les gens à réussir leur mariage. Tel est le but poursuivi par le couple Happy et Elam Tozoro en décidant d'écrire une série de livres dénommés À l'école du mariage. Le tome 1, intitulé Guide pratique pour se préparer au mariage, premier de la série, apparu en juillet 2019 avec pour objectif de donner des outils pratiques et incontournables pour mieux vous préparer à réussir la vie familiale. Le principe de base de cet ouvrage est ceci, je cite, « La réussite du mariage n'est pas le produit d'un hasard, c'est un processus qui commence par une bonne préparation. » Ce livre, j'allais dire, ce guide pratique, est un condensé d'enseignements en 120 pages, répartis sur 7 chapitres qui répondent aux questions suivantes. Comment être un célibataire épanoui et équilibré capable d'attirer le bon partenaire? Qu'est-ce que le mariage selon la pensée de Dieu? Comment savoir qu'on est prêt ou prête pour une relation durable? Comment faire le bon choix du conjoint en utilisant la technique des 2 testeurs, le testeur de l'os et celui de la chair? Quel est le processus pour se marier et constituer une cellule familiale solide? Comment vivre dans les fiançailles? Et quels sont les fondamentaux pour réussir le mariage? Vendu en plusieurs centaines d'exemplaires partout dans le monde, ce livre a littéralement transformé la mentalité de plusieurs personnes. En voici quelques-uns. Aziel dit « Des révélations à l'enrichissement en passant par la découverte, tel a été le voyage au travers de ce livre. Il fut marquant sur tous les plans. Il m'a permis d'abord d'accepter mon état de célibataire, d'être ensuite conscient de l'engagement futur et enfin de ne pas courir. Tant de courses acharnées pour la perte, mais une bonne gifle fait revenir en place. Ce livre m'a fait sortir la tête de l'eau. Et enfin, ça a ajouté des buts, des objectifs à ma future grande relation. Je suis plus calme et plus serein. » Ferriz dit ceci. En parcourant chaque chapitre de ce livre, j'ai été comme emporté par les révélations qui m'ont permis de comprendre le mariage selon la pensée de Dieu et de me connaître moi-même. Ce livre a contribué à faire ressortir toutes les pensées négatives et les mauvaises conceptions que j'avais sur le mariage. Je me disais qu'il était mieux de demeurer célibataire, mais pourtant, je brûlais d'envie d'être avec quelqu'un qui me comprendrait et qui m'aimerait. Les enseignements tirés du livre m'ont permis de comprendre la nécessité de changer d'abord mes conceptions sur le mariage. Ce faisant, j'ai acquis plus d'assurance par rapport à la vie à deux, caractérisée par un amour réel et réciproque. Fidèle affirme « J'ai acheté le livre sur un coup de tête à l'issue d'une invitation d'une amie. Je me suis mis à sa lecture et j'ai découvert que pour un mariage réussi, il est important de bien vivre son célibat et de travailler sur son propre caractère. Au fur et à mesure que je lisais, je me suis rendu compte des erreurs que j'ai commises et j'ai commencé à demander pardon à Dieu afin qu'il me fasse grâce.
Pendant que je m'évertuais à faire ce travail, Dieu m'a exaucé et m'a envoyé celui qui sera mon fiancé. Un véritable cadeau de la part de Dieu. En lisant ce livre, retenez ceci. La réussite du mariage est encore possible dans un monde qui veut nous faire croire le contraire. La volonté de Dieu est que le mariage soit un cadre de complémentarité, de jouissance et de bonheur où l'on apprend à être aimé et à donner de l'amour. Si l'amour vous rend aveugle, le mariage vous ouvrira les yeux. Alors, pour ne pas vivre des déceptions relationnelles, achète ce livre, cultive-toi et sois le bon choix dans ta relation. Vous avez vu les 7 clés, ou les 7 étapes, ou les 7 points à posséder, à comprendre et à utiliser pour bien préparer son mariage. Je ne vais pas vous donner des détails. L'ouvrage est disponible. Vous pourriez l'acheter à la fin. D'habitude, il coûte 5 000 francs, mais pour aujourd'hui, il coûtera 3 500 francs. Et si vous décidez de l'acheter avec le deuxième, l'ensemble vous coûtera 10 000 francs. Sinon, le tome 2 lui-même coûte 7 500 francs CFA d'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'il y a des ressortissants d'Afrique centrale ici. Il faudra convertir vos devises en francs CFA. Nous allons enchaîner donc avec la présentation du couple auteur. Happy et Elom Todro. Happy c'est en anglais, qui veut dire la joie. Et Elom qui vient de l'élever, une langue du Togo, du Ghana et aussi du Bénin, qui veut dire il m'aime. Mais ce il là, c'est pas pour Happy normalement. Ce il veut dire Dieu m'aime. Sinon c'est Maoulom en langue pour être plus complet. Mais on peut prêter ce E à Happy. Et ils se sont mariés en 2007. Avant d'arriver au Sénégal, ils ont vécu dans 2 autres pays. Ils se sont connus d'abord chez eux au Togo. Ensuite, ils ont vécu en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Sénégal. Et sur ce chemin qu'ils ont parcouru, faire partager la grâce de leur amour. Faire partager la grâce qu'ils ont reçue d'avoir un couple solide. Ils ont d'ailleurs 3 enfants. Faire partager cette grâce a toujours été quelque chose qui les tenait à cœur. C'est pourquoi ils ont mis en place ce qui a donné le titre de ce livre, l'école du mariage. Et à travers cette école ou ces écoles, parce qu'ils font des conférences, ils coachent, comme on dit aujourd'hui, des jeunes, où on apprend les rudiments du mariage. C'est très important. Tous les projets que nous avons dans la vie, même les projets dans la maison de Dieu, ont besoin d'une structuration. Ce n'est pas pour rien que pour nourrir 5000 hommes, le Seigneur Jésus a suivi des étapes qui ressemblent exactement à la de la gestion de projet. Disposer les hommes ici, disposer les femmes là, disposer les enfants ici, mettez-les en ordre et à la fin surtout, ne pas gaspiller, remplir 12 corbeilles. Et il a encore commencé par autre chose. Les apôtres voulaient d'abord partir acheter de la nourriture dans une cité voisine. Il leur a demandé, vous ou ici, qu'est-ce que nous avons? Et c'est à partir de ce qui était là qu'il a multiplié. À partir de ce qu'ils ont reçu du Seigneur, ils ont décidé d'essayer avec sa grâce de multiplier avec les jeunes. Même des fois avec des plus âgés. Et de leur école,
sont sortis des couples que l'on connaît et de leur école, ou encore dans leurs écoles, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en formation. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont passés par l'école du couple? Ça s'appelle l'école des jeunes équilibrés. Est-ce qu'il y en a ici? S'il vous plaît, s'il y en a, levez la main. Ne vous inquiétez pas, on n'acclame ni pour ces jeunes, ni pour le couple. Parce que le psaume 115, verset 1, il me l'en dit. Non, pas à nous. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Seul donne la gloire. Nous prions pour que la gloire de Dieu se révèle à vous, se révèle à moi, se révèle à nous tous, se révèle au Sénégal, se révèle au monde. Dans le cadre du mariage, principalement à travers ces deux ouvrages que Rabbi et Elom ont mis à notre disposition. Au-delà d'écrire, il ne l'a pas mis dans sa biographie. Il est un financier de haut niveau. Et il travaille dans une institution de la place. Il a du talent là aussi. Il joue au piano aussi. Et pendant qu'il joue du piano et l'homme chante à côté, c'est tout ce couple-là qui est devant vous aujourd'hui et qui vous présente son œuvre. C'est leur biographie que je peux vous donner. Acclamons le Seigneur pour leur vie. L'après-midi continue. Nous allons maintenant passer à la communication sur le thème. Déminez votre jardin d'amour. Le déminage. J'ai dit, s'il y avait des militaires ici, ils allaient expliquer à ceux qui sont assis à leur côté ce que le déminage veut dire. Mais ça vous serait expliqué tout à l'heure. Tout ce qui existe dans le monde. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le déminage existe dans la Bible aussi et dans les jardins d'amour où il faut déminer. La communication sur le thème. Merci. Bonsoir. Nous sommes très heureux d'être devant vous ce soir. Éminent homme de Dieu, Madame et Monsieur le directeur de l'institution de mission, de l'Institut de mission, Madame le directeur, je suis très content de vous avoir ici. Alors, Mesdames et Messieurs les participants, nous voulons vous dire merci d'être là. Et nous allons parler d'un thème assez important. Et ce soir, Dieu nous permet d'être devant vous et ma très chère épouse me permet de pouvoir intervenir au nom du couple. Amen. Alors, donc, est-ce que vous pouvez l'acclamer? Alors, donc, vous avez apprécié ma chère épouse et ça fait par la grâce de Dieu 13 années que nous sommes ensemble. Et comme le présentateur l'a dit, nous sommes par la grâce de Dieu également parents de 3 merveilleux enfants. Et c'est une grâce. Et ce soir, nous voulons traiter d'un thème essentiel, comme je le disais tantôt. Déminez votre jardin d'amour. Très rapidement, laissez-moi vous embarquer dans une histoire. L'histoire d'un couple merveilleux. Un couple d'un homme et d'une femme qui vivaient dans un jardin verdoyant. Dans un jardin rafraîchissant.
Et ce couple avait dans leur jardin tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir vivre et être épanouis. Et chaque matin, des oiseaux, tout aussi heureux, se présentaient à eux et chantaient une harmonie de chansons pour les réveiller. Et pendant ce temps, le soleil, la lumière, laissaient pénétrer dans leur chambre, où monsieur et madame étaient enlacés et profitant de la fraîcheur de la journée. Et ce couple est constitué d'un homme et d'une femme qui sont entièrement matures, totalement matures, qui sont posés, qui sont aimables et qui ont su quitter leurs parents d'une manière harmonieuse et qui ont pu également construire leur cellule familiale dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Dans ce couple, chacun pouvait s'appuyer sur l'autre 24 heures sur 24. La femme pouvait s'appuyer sur son mari et le mari également s'appuyer sur sa femme dans ses responsabilités. Et cette histoire, aujourd'hui, ressemblerait beaucoup plus à un conte de fées, à la dimension des novellas, qu'à la réalité que nous vivons dans nos couples. Et croyez-nous, nous ne sommes pas en train de vous vendre l'illusion de ce couple. Mais étant donné que c'est l'objectif et le projet de Dieu, notre objectif également, c'est de nous amener à vous donner des outils qui vont vous permettre de vivre une partie de ce que je viens de décrire ou ce que je viens de décrire ce soir. Alléluia. Alors, un soir, assis à l'ombre d'un arbre de leur jardin, monsieur commençait dans une réflexion futuriste. Il commençait à se poser la question et demander à sa femme, et si notre jardin était bourré d'explosifs? Et s'il y avait des mines dans ce beau jardin? À quoi ressemblerait ce jardin? Et ces mines sont là, attendant juste que quelqu'un y mette les pieds pour que ça s'explose au visage. Et si, dans ce beau jardin, il y avait des mines? Et comme je le disais tantôt, cette histoire ressemble beaucoup aujourd'hui à un conte de fées. Parce que la réalité de ce que les couples vivent aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le cycle diabolique du mariage. Est-ce que vous connaissez le cycle diabolique du mariage? Personne? D'accord. Laissez-moi nous aider. Alors, le cycle du mariage le plus observé aujourd'hui dans le mariage contemporain, c'est un cycle qui se passe comme ça. C'est un schéma de ce type. Et chaque phase, je vais vous le décrire tout à l'heure, a ses caractéristiques. La première phase, c'est la phase dite romantique. On commence toujours par ça. Et nous avons l'habitude de dire, nous avons dit dans notre livre que chaque mariage commence par je t'aime. Ou bien il y a des mariages qui commencent par je te déteste. Tous les mariages commencent toujours par je t'aime, chérie. Mais malheureusement, tous ne finissent pas toujours par je t'aime. Parce qu'entre-temps, il y a eu des choses qui se passent. Dans l'intervalle, il y a des choses qui doivent être mises en place, qui ne sont pas à leur place, et du coup, on n'a pas la même chose. Donc, la première phase, c'est la phase romantique. C'est la phase de la passion, de l'euphorie. C'est la phase des émotions stimulantes. Je me rappelle, pour nous, notre histoire, lorsqu'on s'était rencontrés, on était très jeunes, et on aimait se raccompagner. Je la raccompagne. Elle dit, bon, je te raccompagne un peu. À un moment donné, elle me raccompagne encore. Et on ne se lassait pas l'un de l'autre. On aimait tellement se voir. On n'avait que la possibilité de nous voir qu'une seule fois dans la semaine, les week-ends. Et lorsqu'on se voyait, parfois, on n'avait même pas l'occasion d'échanger. Mais elle était là, la seule occasion pour moi de la regarder au micro, en train de chanter. Voir son sourire me suffisait largement. Oh, cette phase romantique, elle est belle. Tout le monde voudrait vivre cette phase romantique, n'est-ce pas? Alors, après cette phase romantique vient
la phase que nous appelons la phase de la transition. À cette phase de transition, on commence à avoir les nécessités d'adaptation. Pourquoi adaptation? Parce que nous sommes issus de différentes familles, de différentes éducations. Et lorsque nous nous mettons ensemble, il nous faut nous adapter. Et parfois, ces difficultés d'adaptation commencent à naître. Et lorsque ces difficultés commencent à naître, on commence à voir nos attentes. Lorsqu'on se mariait, on voyait ces attentes qui ne sont pas comblées et on a des amorces de déception. Mais l'avantage de cette phase, c'est que les sentiments sont encore là et ces amorces de déception sont désamorcées ou sont désactivées très rapidement par l'ampleur et l'intensité des sentiments. Et après, lorsqu'on ne gère pas bien cette phase, on tombe dans une phase qu'on appelle la phase de la réalité. La vie quotidienne du couple, les responsabilités de l'homme et de la femme. Et toutes ces choses-là commencent à miner la vie du couple. Les enfants qui viennent, le travail qui devient de plus en plus exigeant. J'ai mon patron ici et donc je sais de quoi je parle. Et donc, toutes ces choses commencent à miner la vie du couple. Et ce qui se passe à ce niveau, c'est que chacun commence à lutter pour changer l'autre. On commence à se dire, oh, si ma femme pouvait se comporter de cette manière ou de telle manière, notre couple irait davantage mieux. Oh, si mon mari pouvait revenir plus tard à 20h chaque soir, oh, notre couple irait mieux. On commence à trouver des moyens pour changer l'autre. Et on veut que l'autre soit selon ce que nous avons défini. Or, ce que nous ne savons pas, c'est qu'il est très difficile à un homme de changer l'homme. Seul Dieu est capable de changer l'homme. Et je vous dirai comment arriver à apporter des changements tout à l'heure. Et malheureusement, dans cette phase, ce qu'on utilise également, c'est qu'on commence à utiliser de la manipulation. Et pour les femmes, généralement, ce sont des pleurs. Parce qu'on doit discuter d'un sujet important, on commence à pleurer. On commence à utiliser différentes formes de manipulation. Et nous, les hommes, parfois, on arrive à des embargos. On commence à prendre des décisions. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. La phase de la réalité. Lorsque nous ne gérons pas bien cette phase, et j'aimerais que si vous êtes ici ce soir, que vous n'alliez pas aux prochaines phases dont je vais parler tout à l'heure. L'autre phase, c'est la phase des représailles. On commence à tomber dans des amertumes, des frustrations se multiplient. Et la vie de couple est jonchée de conflits, de disputes. Et malheureusement, les représailles émotionnelles, voire parfois physiques, deviennent des options. Et lorsqu'on rentre dans cette phase, la joie du couple n'est plus là. Le jardin ne semble plus être verdoyant et rafraîchissant comme notre couple de départ. Et ce qui se passe, c'est que si nous ne gérons pas bien cette phase, si nous ne trouvons pas les moyens de retourner dans les phases plus hautes, on risque de tomber dans cette phase fatidique, la phase du rejet, où nous avons la séparation de corps. Parfois, nous voyons des personnes qui ne sont pas séparées de corps, mais malheureusement qui vivent dans la même maison, mais qui sont ce que nous appelons les colocataires. Ici à Dakar, on comprend mieux la colocation, parce qu'il y a des étudiants qui vivent ensemble dans une même maison, mais n'ont rien en commun en réalité. Ce qu'ils partagent, c'est le salon. Et lorsque le couple arrive à ce niveau, c'est que ce qu'ils partagent, c'est soit les enfants, les réalités des enfants, le quotidien des enfants, ou la nourriture, ou certains éléments, et ils sont pratiquement comme des personnes séparées, des colocataires. Et certains couples, malheureusement, arrivent jusqu'au divorce, à des hostilités, des personnes qui ont dit à la phase romantique, je t'aime, et je ne pouvais pas vivre sans toi, sont prêts ici à rentrer dans l'hostilité. On a envie même de faire du mal à l'autre. Pourquoi? Alors, je voulais poser une question.
je ne vais pas demander ceux qui sont à la phase 4 et 5. C'est très dangereux. Alors, est-ce qu'il y en a quand même qui sont à la phase 1 et 2? Super. On peut les acclamer, s'il vous plaît. Croyez-moi, quelle que soit la phase dans laquelle se trouve votre relation, votre couple, il peut y avoir des mines. Et plus vous laissez traîner des mines dans votre jardin, le jour où vous mettez les pieds sur ces mines-là, vous serez très vite propulsé, soit d'une phase à la dernière phase directement. Ce que je viens de dire, c'est que les phases que j'ai décrites tout à l'heure ne sont pas linéaires. Ce n'est pas suivi comme ça linéairement. Et vous n'êtes pas aussi obligé d'aller à la phase 4 et 5. Mais vous avez la capacité, vous avez la possibilité d'arrêter le circuit et de pouvoir déminer très rapidement votre jardin et de permettre à ce que votre couple vive permanemment dans la phase romantique. Et aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui aiment cette fête, nous sommes à une fête d'amour. Je ne tomberai pas dans la polémique si on doit fêter ou pas. Mais pour nous, c'est bien de commencer par l'amour, mais il faut terminer par l'amour. Alors, notre objectif, très rapidement ce soir, c'est de redresser cette tendance pour que, au lieu que vous tombez dans les phases de rejet, que votre couple puisse rester et que nous puissions ensemble identifier les mines qui pourraient précipiter votre couple vers le déclin, vers le rejet. Est-ce que vous êtes avec moi? Super. Alors, enfin, maintenant, c'est quoi ces mines dont nous parlons depuis le début? C'est quoi ces mines dans notre jardin d'amour? Une fois que nous les aurons identifiées, il serait beaucoup plus facile, facile donc justement de pouvoir les déminer, les identifier, les déminer et permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de sécurité dans votre foyer. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes là, croyez-moi, il est important de comprendre ces choses pour les anticiper. Lorsque nous faisons ces cours à l'école des fiançailles, nous disons aux fiancés que si vous êtes déjà dans les fiançailles et que vous, déjà dans les fiançailles, vous êtes à la phase 4, c'est que c'est compliqué. Mais il est possible de pouvoir régler ces difficultés, de régler ces mines très rapidement. C'est quoi ces mines? Ce sont généralement des zones rouges dans nos relations. Et chaque relation, de plus en plus, nous avons des zones rouges. Des sujets sur lesquels on a du mal à échanger. Des points sur lesquels on a du mal à communiquer. Et il y a des sujets, lorsqu'on les soulève, ça suscite généralement des conflits. Je crois que vous êtes en train déjà d'identifier, d'avoir une idée dans votre couple s'il y a des mines ou pas. Alors, ces mines sont souvent des attentes qui sont non comblées. Chacun d'entre nous rentre dans le mariage avec des attentes. On a des rêves, on a des idées, on se dit oui, waouh, quand je vais me marier, je serai ci. Mon mari, il me prendra chaque matin dans ses bras pour descendre du lit et me mettra devant ma douche. Vous savez, on peut avoir ce genre de rêves. Mais la réalité du couple, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Le jour du mariage, c'est vrai, il va vous prendre dans ses bras pour les photos. Mais après, ce n'est pas évident que tous les jours, il vous prenne dans ses bras. Donc, il y a souvent des attentes qui sont non comblées et parfois aussi non exprimées. Et le plus dangereux, c'est lorsque ces attentes-là ne sont pas exprimées. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes en relation, il est important, dès que vous êtes en relation, de pouvoir mettre carte sur table et d'exprimer clairement vos attentes.
Lorsque nous allons nous marier, c'est comme ça que je voulais vivre. C'est comme ça que je vois le mariage. Comment toi, tu vois le mariage? Et vous vous mettez d'accord sur ces choses. Et ça permet également à votre partenaire de savoir, lorsqu'il rentrera dans le mariage, comment te rendre davantage plus heureux ou plus heureuse. Donc, les attentes non comblées et non exprimées peuvent constituer des mines dans nos relations. Est-ce qu'il y a des attentes que vous avez, pour ceux qui sont mariés, qu'il y a des attentes que depuis 10 ans, vous n'avez jamais exprimées, mais que vous attendez un jour? Je suis sûr, il m'aime, il va le dire, il va le faire un jour. Je me rappelle que ma femme avait des attentes par rapport à des fleurs. Oui, je vais le dire. Alors moi, je suis né dans une famille où... Pour trouver à manger, même c'est compliqué. Et penser même aux fleurs, c'est pas... Et donc, elle attendait que, oui, je l'aime, je lui exprime de ma manière. Mais elle attendait que je lui envoie des fleurs. Bon, jusqu'à ce qu'elle a pu exprimer. Et donc, nous allons vous partager notre astuce également de comment nous avons pu déminer ces formes de mines. L'autre forme de mine, ce sont des peurs qui ne sont pas exprimées. Parfois, nous avons des peurs aussi dans le foyer. Et ces peurs peuvent émaner également de notre arrière-plan culturel, qui font que quand on rentre dans le mariage, on a peur d'aborder certains sujets. Parfois également, lorsque nous avons eu des difficultés, nous avons eu des conflits, à partir de ce moment-là, on commence à avoir peur de parler de tels sujets. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois ou les 10 dernières fois où vous avez voulu envoyer de l'argent à vos parents, ça s'est débouché par des conflits, alors là, très graves. La prochaine fois, vous allez commencer à avoir peur d'en parler. Dès que vous commencez à avoir peur d'en parler, vous êtes en train d'installer des mines dans votre relation. Vous êtes en train d'installer des mines dans votre relation. Je venais de le dire tantôt, l'autre forme de mine que nous installons, ce sont des conflits non résolus. Selon Killman et Thomas Killman, un des auteurs très réputés en 1927, qui ont sorti des livres en 1927 pour expliquer les différentes formes de réaction qu'on a généralement face au conflit, ils disent qu'il y a 5 manières de réagir au conflit. Il y a l'évitement. On évite le conflit carrément. Il y a la domination. Il y a également le sacrifice. Il y a les compromis. Et le dernier élément qui est le plus recherché, c'est la collaboration. Alors, dans le livre, nous avons parlé de tout cela. Et généralement, lorsqu'on utilise l'évitement ou les sacrifices, les conflits ne sont pas réglés. Je veux vous permettre de comprendre que conflit ne veut pas dire guerre. Conflit ne veut pas dire dispute. Conflit veut simplement dire qu'on a des idées divergentes, on a des points de vue divergents par rapport à une situation. Mais aujourd'hui, France 24 nous a déformés afin que lorsqu'on parle de conflit, on voit directement des guerres au nord du Kivu. Mais comprenez-moi que conflit ne veut pas forcément dire la guerre. C'est notre manière de gérer les conflits qui va constituer une guerre ou un bonheur. Le terme même utilisé pour conflit, nous avons dit dans le livre, le terme même, c'est un terme qui renvoie à heurter. Donc, il y a des idées qui se heurtent. Donc, notre manière de pouvoir gérer ces idées conflictuelles-là vont nous amener à avoir du bonheur ou du malheur. Donc, si nous gérons bien les conflits, nous aurons beaucoup plus du bonheur. Et si nous gérons mal les conflits, nous aurons du malheur. Et c'est malheureusement ce qui arrive lorsque nous avons des conflits et que nous évitons ces conflits. Soit parce que l'un est égoïste, nous allons en parler, et que l'autre s'impose à nous. À un moment donné, les conflits ne sont pas réglés. Et plus les conflits durent, plus les mines s'installent dans notre jardin d'amour. Et il devient difficile de parler de certains points.
Et le dernier niveau des mines que nous avons généralement dans nos jardins, ce sont des tabous. C'est des choses sur lesquelles on a du mal à nous exprimer. Et nous avons deux formes généralement de tabous. Il y a des tabous qui sont nés, comme je venais de l'expliquer, des difficultés que nous avons eues qui ont créé des zones de tabous dans notre relation. Donc, à partir d'un moment donné, on ne parle plus de ça. On sait que, nous deux, on sait que si on commence à parler de ça, là, c'est pas là. On va mal dormir ce soir. Et donc, ces tabous-là vont entraîner des mines dans votre jardin. Mais le problème, c'est que votre esprit sait qu'il y a un problème, qu'il y a une situation. Et à un moment donné ou l'autre de votre vie de couple, vous allez mettre pied sur ces mines-là et ça va exploser dans votre maison. Imaginez simplement, je vous laisse imaginer simplement ceci. Vous mettez de l'haricot préparé dans une boîte et que vous fermez et que vous déposez très tranquillement, caché quelque part dans votre chambre. Ou bien vous préparez de l'œuf et que vous cachez dans une boîte. C'est bien caché, n'est-ce pas? Mais le jour où vous allez l'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? C'est que la chambre devient infectée d'odeurs nauséabondes. Et la maison devient invivable. Et lorsque la maison devient invivable, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'ouvrir les fenêtres puisque l'air entre. Et nous allons parler de cela tout à l'heure. Ce sont des occupations extra-conjugales qui vont malheureusement aggraver encore notre situation. Comment installons-nous ces mines dans notre jardin d'amour? De ce que je viens d'expliquer, vous avez certainement une idée de comment nous les installons. Les premières sources de mines, ce sont des difficultés d'ajustement. Lorsque nous rentrons dans le mariage et que nous avons des difficultés à nous ajuster, nous pouvons installer des mines dans notre jardin. Les difficultés d'ajustement peuvent provenir de nos éducations, de notre arrière-plan. Et nous avons dit dans le livre que personne ne rentre dans le mariage culturellement vierge. Je répète que personne ne rentre dans le mariage culturellement vierge. Nous rentrons tous dans le mariage avec un arrière-plan culturel. Et malheureusement, ces arrière-plans culturels constituent des filtres par lesquels nous observons et nous analysons tous les événements qui se passent dans la vie du couple. Lorsque dans ta famille, comme la mienne par exemple, lorsqu'on parle à une grande personne, on ne le regarde pas dans les visages. Et que ta femme est née plutôt d'une culture où, pour que tu puisses montrer à la personne de l'intérêt, il faut regarder son visage pendant qu'il parle. Choc culturel. Et ce choc culturel va entraîner justement des besoins d'ajustement. Et si vous n'arrivez pas à vous ajuster sur ce plan-là, vous allez commencer à installer des mines dans votre relation. Monsieur va interpréter le fait que sa femme regarde son visage comme un manque de respect. Ma femme ne me respecte pas. Mais plutôt, elle veut montrer de l'attention. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, toutes ces choses-là vont entraîner des mines et des difficultés dans votre relation. La deuxième forme ou deuxième source de mines que nous avons, ce sont les incompréhensions multiples que nous n'arrivons pas à régler très rapidement. Et dans notre livre, nous avons proposé des techniques qui vont vous permettre de pouvoir, éviter des conflits. Parce que nous sommes conscients qu'il y a des conflits qu'on peut éviter. C'est vrai que les relations humaines, les relations sociales entraînent toujours, même professionnellement ou socialement, entraînent toujours certains conflits. Mais il y a des conflits quand même qu'on peut éviter dans le couple. Alors si nous pouvons les éviter, alors évitons-les. Alors nous avons proposé dans le livre comment identifier les conflits évitables que vous pouvez éviter justement dans votre relation pour vous permettre de ne pas installer des mines. Parfois, le fait d'avoir des compréhensions multiples peuvent être juste des conséquences de l'immaturité des couples. Et si vous êtes jeune et que vous voulez vous marier, prenez soin de vous assurer que vous êtes mature.
Ceux qui sont mariés le savent. Le mariage n'est pas pour les enfants. Est-ce qu'on est d'accord? Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Parce que le mariage implique des responsabilités. Le mariage va vous demander de faire des choix. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à ma femme que parfois, on n'a pas envie d'aimer, on n'a pas envie de faire du bien. Parce que ce qui s'est passé ou la réaction d'hier n'a pas plu forcément. Mais le mariage va t'amener, même si tu n'as pas envie de faire du bien, de décider quand même de te lever le matin et de préparer ton petit déjeuner à ton mari comme tu le fais d'habitude. De continuer à jouer ton rôle comme tu le joues d'habitude. Et lorsque on arrive à ce niveau, c'est un niveau de maturité qui permet de pouvoir éviter des mines dans notre jardin. Mais si vous êtes immature et que vous êtes très émotif, parce que vous n'avez pas envie de faire, donc vous ne faites pas, vous allez vous rendre très vite compte que votre mariage sera miné d'explosifs. L'autre forme l'autre source, ce sont des conflits mal gérés. Je viens d'en parler tout à l'heure. Et il y a une forme qui est souvent pas très exprimée, c'est ce que nous appelons le déni des problèmes. Le déni, c'est une forme psychologique qui permet à l'homme de pouvoir régler ou traiter certaines situations qui lui semblent difficiles. Et donc, la personne rentre dans une forme de refus de la situation. La personne se dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. C'est peut-être moi. Et souvent, il nous arrive dans le couple, on dit il n'y a rien. Et croyez-moi, beaucoup de il n'y a rien devient il y a quelque chose. Lorsque vous emmagasinez il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, ça sera quelque chose un jour. Et lorsque ça devient quelque chose, malheureusement, ça explose au visage. L'autre forme, ce sont les sous-estimations. Et parfois, nous les hommes, nous avons l'habitude de sous-estimer les inquiétudes de nos femmes. Oh, pourquoi tu t'inquiètes? Oh, pourquoi? Oh, c'est toi seulement, c'est toujours toi. Et lorsqu'on commence à rentrer dans la sous-estimation des problèmes, des inquiétudes de notre partenaire, on crée des zones de mine dans notre relation. Et ces mines, malheureusement, parce que madame ou monsieur sait, même si tu as sous-estimé son problème ou son inquiétude, lui, il sait qu'il y a un problème. Et malheureusement, l'homme est formé de trois éléments essentiellement. L'homme est formé d'esprit, de âme et de corps. Mais ce que nous manifestons dans notre corps n'est que le résultat de ce que notre esprit a accepté et qui a transité par notre âme où se trouvent nos pensées, notre émotion et notre volonté. Et lorsque nous arrivons à ce niveau, c'est que notre esprit, notre volonté veut peut-être faire du bien, mais notre pensée étant infectée par ces inquiétudes, ces frustrations, on risque, à un moment donné, de poser des actes chaque jour qui vont frustrer également l'autre. Vous savez, l'homme a une tendance naturelle à répondre à l'offense par l'offense. Et lorsque les offenses sont sous-estimées, naturellement, l'homme va vous pousser ou sera poussé lui-même à vous offenser. Et c'est pourquoi il est important de régler très rapidement. Et il y a certaines attitudes néfastes que nous avons citées également dans le livre qui vont créer des zones de mine dans votre relation. La rigidité. L'homme qui est très rigide, inflexible. Il ne collabore à rien. Soit tu m'écoutes, soit tu n'écoutes personne d'autre. Très rigide. Ça va créer des zones de mine dans votre relation. L'hypocrisie. L'orgueil. Oh, l'orgueil. Vous savez, l'orgueil est l'un des grands problèmes des couples contemporains aujourd'hui. Et nous vivons dans un monde qui nous pousse de plus en plus à de l'orgueil. Un monde qui nous pousse de plus en plus à l'individualité. Nous pousse à s'occuper de nous seuls. Et parfois, lorsqu'on est dans le couple, on veut que ce soit seulement notre idée qui passe. Et lorsque tu es dans cette relation et que c'est seulement l'idée de ton partenaire qui doit passer, vous êtes en train d'installer des mines dans votre relation. Ça va exploser forcément un jour.
Et donc, il faut commencer à traiter. Si vous êtes célibataire, commencez à identifier ces attitudes néfastes et corrigez-les dès maintenant pour éviter donc de créer un jardin qui sera miné d'explosifs. L'autre élément, ce sont les manipulations, les esprits négatifs, les plaintes incessantes des femmes parfois. Je dis des femmes parce que c'est souvent de là, mais il y a des hommes aussi qui... mais souvent très rares. Mais des plaintes incessantes, parfois rendent la relation fade. On se plaint de tout. Tu lèves le bras, on se plaint. Tu abaisses le bras, on se plaint. Tu reviens à 19h, on se plaint. Tu reviens à 21h aussi, on se plaint. On se plaint de tout. La relation devient invivable. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, monsieur n'a plus envie même de parler de certains sujets dans la relation. Parce qu'il sait que dès que je parle de ça, ce sont des plaintes, des symphonies de plaintes qui vont commencer à chanter dans la maison. Et lorsque vous commencez à laisser ces choses miner votre relation, vos jardins vont être bourrés d'explosifs, attendant le jour où vous allez y mettre les pieds pour exploser au visage. Ce que ça entraîne, ces mines, ce sont des mauvaises communications. Cela va détruire votre communication. Cela va entraîner des disputes récurrentes, va entraîner le dégoût du mariage, des fuites extra-conjugales. Qu'est-ce que nous appelons les fuites extra-conjugales? C'est toute forme d'activité ou de relation qui se passe en dehors de la relation et qui occupe monsieur et madame en dehors de la relation. Pour certains, ce sont je ne vais pas donner ce nom ici, mais je vais dire l'infidélité. Donc, qui va entraîner le couple ou monsieur ou madame à vouloir trouver son bonheur en dehors du couple. Parfois, lorsque ce n'est pas l'infidélité, c'est des occupations au travail. On passe toute la journée au travail. On ne veut même pas rentrer à la maison. On veut rentrer vers 22h, 23h, en étant sûr que tout le monde est déjà au lit. Les occupations extra-conjugales. Et cela va constituer des mines, va détruire votre jardin et malheureusement va vous conduire à la phase 5, séparation, colocation et divorce. Et notre objectif, comme on l'a dit, ce n'est pas d'arriver là. Donc, il est temps, ensemble, de lutter contre ce cycle diabolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Il est temps de lutter contre ce cycle pour que notre jardin soit toujours gardé, verdoyant, rafraîchissant. Comment y arriver? Comment arriver à déminer notre jardin d'amour? Comment arriver à permettre à ce que notre jardin puisse demeurer comme le couple au début que nous avons vu, 24 sur 24, on peut s'appuyer l'un sur l'autre. C'est ça la beauté du mariage. Et la première stratégie que nous vous proposons, c'est de pouvoir identifier ces mines. Il faut bien les identifier pour pouvoir les déminer. C'est vrai que l'opération de déminage est risquée. S'il y a des militaires ici dans la salle, ils savent qu'une opération de déminage est risquée. Et donc, les clés que nous allons vous proposer, sachez, croyez-le, ils sont risqués. Mais à long terme, à moyen et long terme, le résultat est tout aussi gratifiant. Si vous décidez aujourd'hui d'appliquer ces règles, d'appliquer ces clés, au début, vous pouvez vous confronter à des difficultés ou à de la réticence. Mais au fur et à mesure que vous allez instaurer ces choses, vous allez en profiter et jouir du bonheur conjugal. Donc, il faut les identifier. Alors, comment nous arrivons à identifier les mines dans notre jardin? Nous avons instauré, et c'est une astuce que nous avons instauré dans notre relation, ce que nous appelons des bilans périodiques. Donc, nous arrêtons à un moment donné de la vie du couple pour faire des bilans. Et on identifie un certain nombre de points sur lesquels nous devons discuter. Donc, bilan sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan de la relation avec la belle famille, sur le plan de la gestion de l'argent, de l'éducation des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur chaque point, on laisse la possibilité à chacun de pouvoir exprimer
s'exprimer et exprimer ses attentes, ses desiderata et tout ce qu'il faut pour que notre couple arrive à un niveau meilleur. Et lorsqu'on le fait, au début, lorsqu'on commence le bilan, on a l'impression qu'on rentre dans un ring de boxe. Mais au fur et à mesure qu'on essaie de laisser l'autre, ok, je dois laisser l'autre s'exprimer, exprimer ses craintes, ses attentes et ainsi de suite, on arrive à trouver les moyens de pouvoir régler des problèmes. Et plus on arrive à les identifier, il devient beaucoup plus facile de pouvoir les régler. Je ne sais pas, certainement que dans la salle également, vous avez d'autres astuces pour pouvoir identifier les mines dans votre relation. Lorsque nous arrivons à la phase des échanges, vous aurez l'occasion également de partager cela avec nous. Une fois que nous avons identifié ces mines, il est important d'accepter d'en parler. Nous avons parlé tout à l'heure d'un élément de mine qui est les tabous. Alors, ces tabous parfois peuvent être culturels. Je me rappelle de ces couples que nous avons rencontrés qui ont vraiment un tabou culturellement de parler, par exemple, de la sexualité. Et madame en souffre dans leur relation, mais elle ne peut pas en parler. Parce que culturellement, c'est un tabou. Et étant donné que c'est un tabou et qu'ils n'ont pas pu trouver les moyens de pouvoir en parler clairement, ils n'ont pas pu trouver les solutions et donc cela constitue des mines dans leur relation. Et désormais, chaque fois que monsieur veut aller avec madame, madame a toujours des excuses. Non, je suis fatigué, j'ai des maux de tête, oh, les enfants sont en train de crier, les enfants sont à la porte. Hein. Ou bien soit le soir, là, elle va faire la vaisselle toute la soirée jusqu'à ce que tu ronfles. Mais il est important de décider d'en parler. Alors, une des astuces que nous vous proposons, c'est de participer à des séances de formation, à des ateliers, comme celle-ci ou d'autres. Et généralement, à ces ateliers, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons aux couples de se réunir entre eux et de faire certains exercices. Et donc de discuter sur certains points. L'avantage de participer à ces ateliers, c'est que, en étant ensemble dans un seul lieu, vous allez forcément en parler. Pourquoi? Parce que monsieur ne veut pas être le seul couple parmi tout le lot à ne rien à dire après la séance d'atelier. Donc forcément, il va accepter que vous en parliez. Deuxième avantage de ces ateliers, c'est que parce que vous êtes entouré d'autres personnes, madame ne peut pas hausser le ton, ni monsieur. Parce qu'il y a des gens à côté. Donc ça vous aide à pouvoir doser. Et à la fin, ce que nous leur disons, c'est que vous voyez comment vous avez pu, parce qu'il y a des gens ici dans la salle, vous avez pu discuter même des situations compliquées. C'est comme ça que vous devez instaurer ces choses dans votre relation et dans votre famille. Qu'on puisse arriver à la maison, arriver à parler des sujets qui fâchent, mais en étant calme, en étant ouvert à la discussion, aux échanges. Il faut accepter d'en parler. La troisième clé, c'est de prendre l'initiative du changement. Oh, c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'il a pris le temps pendant 5 ans de te frustrer. Et ce n'est pas lui qui prend toujours l'initiative de changer. Mais c'est toi qui dois encore prendre l'initiative de changement. Et là, ça devient compliqué. Ça devient difficile de prendre l'initiative du changement. Vous voyez ce canard? Certainement, en étant avec les autres ici, il a bien voulu que tous montent de l'autre côté, sur le trottoir. Parce que certainement, il y a des risques en étant sur la route. Il y a des voitures qui viendront parfois, certainement. Mais il a dit, allons de l'autre côté. Mais peut-être les autres n'arrivent pas à l'écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui-même. Alors, prenez l'initiative de changer. C'est de décider de commencer à changer soi-même. Vous savez, je l'ai dit tantôt que l'homme n'arrive pas forcément à changer l'homme. Mais ce que nous arrivons à faire dans notre couple, et ceux qui sont mariés le savent, c'est que vous arrivez forcément à influencer d'une manière ou d'une autre votre partenaire.
que vous le vouliez ou non, qu'il le veut ou non, vous l'influencez. Vous influencez sa vie. Votre manière de vous comporter dans la relation l'influence. Alors, il est important de décider de l'influencer plutôt positivement que négativement. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit, avant d'enlever la paille, la petite paille qui est sur les yeux de ton frère, là, il faut enlever la poutre qui est sur tes propres yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous voulons que l'autre change, prenons d'abord l'initiative nous-mêmes de poser des actes. De poser des actes du changement. Il y a un couple qui traversaient des difficultés, ils étaient au bord de la séparation, à la phase 5. Et ils étaient au bord de la séparation. Et arrivé à ce stade-là, le couple a commencé à se dire, bon, c'est fini, on va au divorce. Il n'y a plus rien à faire. Et ils ont rencontré un conseiller conjugal. Et qu'est-ce que le conseiller conjugal leur a dit? Il a dit à ce monsieur qui est passé au cabinet, il a dit à ce monsieur, je te donne un défi de 30 jours. Si après ce défi, ton couple n'est pas restauré, je vous libère pour le divorce. Est-ce que tu es d'accord? Et il était d'accord. Alors, donc, le défi consistait chaque jour à faire quelque chose pour faire plaisir à sa femme. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'en ce moment, il n'a aucune envie de lui faire plaisir. Il n'a vraiment aucune envie de lui faire plaisir. Mais, étant donné que c'est le défi, 30 jours, c'est pas grave, je fais ça et puis je finis avec cette relation et puis c'est bon. Et donc, chaque jour, il a identifié 30 actions qu'il devait poser chaque jour pour faire plaisir à sa femme. Et vous savez, lorsque vous prenez l'initiative du changement, au début, l'autre peut même l'interpréter comme si, oh, c'est quoi? Il veut faire comme s'il est devenu gentil. Mais je vous ai pris, persévérez. Persévérez. Parce que vous allez forcément arriver à transformer et à influencer votre partenaire. Persévérez. Et Dieu, qui voit aussi dans le ciel, va vous aider à l'influencer. Alors, donc, ce couple a commencé chaque jour à poser des actes. Parfois, c'est faire la vaisselle. Parfois, c'est s'occuper de ci et de ça. Et à un moment donné, sa femme, 10e jour, sa femme commençait à se dire, on dirait qu'il a vraiment changé. 15e jour, avant la 20e journée, sa femme s'est venue et s'est agenouillée devant son mari. Il dit, excuse-moi, pardonne-moi. Je pense que nous pouvons encore donner de l'espoir à notre relation. C'est possible encore. J'ai vu pendant ces 20 jours passés, j'ai vu que tu étais toujours là pour moi. Tu étais là à me faire du bien. Malgré parfois que je te méprisais, je méprisais même les actions que tu me posais, mais tu continuais, tu as persévéré. Et moi aussi, je vais décider qu'est-ce que je peux faire pour que notre relation aille mieux. Et ce couple ne s'est jamais divorcé. C'est encore possible. Si vous êtes dans la salle et que vous êtes au niveau 4 ou 5, prenez l'initiative du changement. Levez la poutre sur vos yeux. Ce sont nos photos. Alors, l'autre stratégie, c'est justement de mieux communiquer, d'améliorer votre communication. Évitez le mépris, évitez de mépriser votre partenaire. Évitez d'être toujours sur la défensive ou sur la défensive justement. Réglez les problèmes de filtre culturel. Et toutes ces choses-là vont vous permettre d'améliorer votre communication et de pouvoir déminer au fur et à mesure votre jardin d'amour et de ne pas permettre que ces explosifs vous tombent dans le visage. Dans notre livre, nous avons parlé du concept du conjoint devin. Alors, c'est quoi ce concept? C'est que lorsqu'on rentre dans la relation, parce qu'on se dit qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, on se dit toujours qu'il saura identifier mes besoins et les combler. Et donc, on rend pratiquement notre partenaire comme un devin. On le laisse deviner nos besoins pour qu'il les comble. Et malheureusement, parfois nous-mêmes, nous ne sommes pas très conscients de ce qui constitue nos réels besoins. Et à plus forte raison, votre partenaire. Et donc, ce qui s'ensuit, c'est qu'il sera incapable de pouvoir combler tous vos besoins et les mines seront là des besoins non comblés. L'autre stratégie, c'est de tirer parti de vos différences. Vous devez commencer à accepter que vous êtes différent.
Que votre femme est différente de vous et votre mari est différent de vous. Acceptez l'unicité de chacun et acceptez d'être vulnérable. Alors, si nous avons écrit ce livre, c'est également cette stratégie qui nous a permis d'écrire le livre. Je vous explique. Ma femme est ce que nous avons appelé dans le livre et que Gary Chapman également a déroulé dans son livre, ce qu'on appelait les gens du soir et les gens du jour. Les gens du soir, c'est des gens comme moi qui sont très productifs la nuit. C'est la nuit que les idées leur viennent. Ils sont très actifs la nuit et c'est à partir de 22 heures qu'ils commencent à travailler. C'est à ce moment qu'ils ouvrent son ordinateur. Alors que les gens du jour, eux, c'est le matin, dans la fraîcheur, très matinale. Ils sont très matinales et le matin, ils sont vifs. Ils ont la capacité de se lever et de faire des choses. Alors que celui qui est du soir, le matin, il est lourd, il a du mal à se lever. Et cela a été un problème pour nous dans notre relation au début. On se disputait pour ça. Pourquoi tu ne peux pas rester un peu avec moi? C'est vrai que ce que je suis en train de faire, c'est pour nous deux. Mais toi, elle va se coucher. Ou bien elle commence à s'énerver. Parce que son heure est arrivée, comme elle a l'habitude de dire. Mon heure est arrivée. Et moi, le matin, elle me réveille déjà. Il faut qu'on... Il dit, mais calme. Je ne me suis pas encore bien réveillé. Et donc, du coup, on avait du mal à évoluer. On se disputait sur ça. Mais la stratégie qu'on a utilisée, par exemple, pour tirer parti de nos différences et qui nous a permis d'écrire ce livre, c'est qu'on a trouvé la stratégie. Parce que je suis productif la nuit, ok, nous avons identifié un certain nombre de thèmes sur lesquels nous devons travailler. Je produis la nuit ce que je peux produire. Je reviens du boulot vers 20h maximum. On reste 1 heure de temps avec les enfants. À 21h, les enfants, on les fait rentrer. À partir de 21h à 22h, puisque 22h, c'est son heure, on discute ensemble, on parle de notre journée, ainsi de suite. Elle dit, bon chérie, je te laisse. Je m'en vais me coucher. Après, tu me rejoins. Et là, monsieur sort son ordinateur. Il travaille. Et dès que je finis, vers 1h, 2h du matin, je lui balance ça par mail. Et le matin, parce qu'elle est active le matin, elle prend le matin le relais, elle complète, et vous avez le tome 2 qui est ici. Sachez tirer parti de vos différences. Le 6e et l'avant-dernier point, c'est de chercher à manifester de l'amour d'une manière efficace. Tous ici, nous rentrons dans le mariage parce que nous aimons et nous voulons manifester de l'amour. Mais parfois, savez-vous que vous pouvez manifester de l'amour, je ne veux pas dire de manière gauche, mais de manière inefficace. Et cela, nous l'avons compris lorsque nous avons commencé à suivre des formations et que nous avons lu également un certain nombre de livres. D'abord, nous avons commencé à lire dans la Bible que Dieu est amour et Dieu nous aime au-delà de ce que nous sommes. Et donc nous avons compris que l'amour qui peut être un amour durable, c'est un amour qui aime la personne même si la personne n'est pas aimable. Et comme c'est ce que Dieu nous a manifesté, alors nous aussi, nous voulons le manifester chaque jour à notre femme. Et le deuxième élément que nous avons découvert, c'est ce que nous appelons, on appelle généralement le langage d'amour. Et ça, c'est également Gary Chapman qui l'a dit. Et nous avons appris le langage d'amour de ma femme. Et elle a pris mon langage d'amour et nous avons commencé à discuter, à échanger dans ce langage d'amour. Le problème, c'est que si je veux exprimer de l'amour à ma femme et que je l'exprime seulement dans mon langage, alors qu'elle ne comprend pas ce langage, c'est comme si vous êtes en face d'un Chinois et que vous lui parlez français et vous insistez que tu dois comprendre. Il faut comprendre ce que je dis. Il faut accepter que je suis en train de dire je t'aime. Tu dis je t'aime, mais lui, il le voit comme si, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et pour moi, au début, pour dire à ma femme que je l'aime, il faut lui acheter un iPhone. Il faut lui acheter quelque chose. Et pour moi, son langage, c'était les cadeaux. Mais en réalité, son langage, ce n'était pas les cadeaux. Elle a juste besoin que je passe du temps avec elle. Et moi, j'étais occupé, très ambitieux. Mes patrons me connaissent, très ambitieux, très réfléchi. Et je suis toujours là en train de chercher quelque chose. Et je négligeais ma femme. J'attendais juste l'occasion pour lui offrir un téléphone ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas. J'ai compris que je peux gagner beaucoup plus et je peux économiser aussi. En trouvant son langage d'amour. Et donc parfois, avec juste un petit 15 000, on sort ensemble, on va manger quelque part, en 1 heure de temps, elle est comblée, elle se sent aimée.
Vous pouvez aussi découvrir votre langage d'amour et nous avons parlé de ça dans notre livre. Alors le dernier point et la dernière stratégie, c'est de pouvoir rétablir la confiance totale dans votre relation. Nous l'avons dit, les mines s'installent chaque fois que vous serez incapable de pouvoir discuter de certains points et de les relever, de les traiter. Et dans certaines situations, peut-être vous êtes dans la salle, vous avez forcément besoin de rétablir la confiance. Laissez-moi vous dire quelque chose. La confiance, c'est d'accepter d'être vulnérable, tout en comptant sur quelqu'un que vous savez imparfait. La confiance, c'est d'accepter d'être vulnérable, tout en comptant sur votre partenaire que vous savez imparfait. Votre problème, c'est que vous voulez toujours tout contrôler. Et chaque fois que vous voulez tout contrôler, vous ne pouvez pas instaurer cette confiance-là et les disputes vont s'enchaîner. Oui, monsieur est sorti à 20h, il n'est pas encore arrivé. Tu ne maîtrises rien de la situation, mais fais-lui confiance. Accepte d'être vulnérable. Accepte qu'à ce moment précis, ton couple est vulnérable. Ta relation peut-être est vulnérable et que toi-même tu es vulnérable. Accepte ça et fais-lui confiance. Et quand il revient, dit chérie, tu sais, j'avais eu peur. J'étais un peu jalouse, mais je t'ai fait confiance. Rétablissez la confiance. Encouragez-vous et vous allez ensemble, avec ces différents 7 points, déminer votre jardin d'amour. Déminez votre jardin d'amour en permanence. Déminez votre jardin d'amour avec humilité. Déminez votre jardin d'amour avec patience et avec beaucoup d'amour. Merci pour votre aimable attention. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour ce moment de partage. Je suis sûr que chacun a trouvé sa part et qu'il y a beaucoup d'applications que nous ferons dans nos couples lorsque nous allons rentrer chez nous. Pour avoir plus de détails sur tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'ils ont dit, parce que tout à l'heure, l'homme me confiait que Happy est en train de la vendre ici, quand il parlait de son heure. En tout cas, je souhaite à tout le monde ici, tous ceux qui sont en couple déjà, d'avoir une vie de mariage heureuse, et ceux qui prévoient entrer en couple aussi, que le futur vous soit aussi béni. Et ceux qui avaient décidé de ne pas se marier aussi, parce qu'il y en a, à revoir leur position. Car le mariage est une institution divine. Peut-être on est sur terre, il y aura des gens qui n'y arriveront pas, on ne sait jamais. C'est Dieu seul qui sait, qui a le plan pour tout le monde. Mais faites votre part, priez et soumettez-vous à lui. Il vous donnera la solution. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Mais si on analyse bien tout ça, on serait d'accord que le mariage est une grâce. Comme Proverbe 18, verset 22, qui le dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Encore plus si cette relation arrive à durer. Achetez l'ouvrage, sinon achetez les ouvrages et vous aurez tous les ingrédients pour une vie de couple réussie. » Avant de passer à la séance de questions-réponses ou à la présentation du tome 2, parce qu'on a prévu quand même vous présenter un peu avant les questions, nous allons inviter le groupe musical à nous donner quelques petites chansons pendant 2-3 minutes pour nous remettre de tout ce que nous avons entendu et bien les méditer. Merci, le groupe musical. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons
célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en ce lieu. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant en tout lieu. Gloire à Dieu, et que ce chant à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce chant retentisse en tout lieu. L'amour dans le mariage doit être réciproque. Et la Bible compare l'amour qui doit exister dans le mariage à l'amour que Christ a pour l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Marie, c'est surtout aux hommes qu'on l'a dit. Et si Dieu dit quelque chose, c'est pour cause. Nous nous connaissons très bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il y a un rôle pour chacun. Le rôle de l'amour que la femme a, le rôle de l'amour que les maris aussi ont. Chacun doit connaître sa part pour arriver à déminer le jardin de l'amour. La présentation du tome 2, donc de l'ouvrage que nous allons dédicacer aujourd'hui, va nous être faite par notre frère Gaius Yokosi, qui est déjà sur place. Nous lui donnons le micro pour sa présentation succincte de ce tome 2 du livre À l'école du mariage. Le micro, s'il vous plaît. Ok, parfait. Sous vos applaudissements, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci. Bonsoir à tous. Et merci pour l'opportunité qui m'est faite de pouvoir dire un mot au sujet de cet ouvrage. Je suis honoré d'être là et de pouvoir m'exprimer devant cette auguste assemblée. Chers auteurs, mesdames et messieurs, je devais recevoir cet ouvrage dimanche dernier.
Et au moment où il m'a été envoyé, je n'étais pas disponible. Donc c'est ma femme qui l'a reçu. C'est ma femme qui a récupéré l'ouvrage. Donc quelques instants après, je suis venu vers elle et j'ai remarqué qu'elle était en train de le feuilleter. Et sans même que je ne lui pose une question, elle m'a dit ceci: c'est un bon livre. Elle m'a dit: j'aime bien la couleur, j'aime bien la couverture, c'est bien écrit, c'est aéré, c'est fluide. Et elle avait commencé par le lire. Donc c'est pour moi aujourd'hui un plaisir de pouvoir vous dire ce que j'en retiens après l'avoir dégusté. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire toute ma reconnaissance au couple Tozo qui nous offre ce bijou, un véritable bijou. Pour moi, c'est un excellent ouvrage de 282 pages et qui est magnifique aussi bien dans la forme que dans le fond. De quoi s'agit-il exactement? Mesdames et messieurs, nous le savons, les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Cependant, peu d'entre nous mesurent à quel point cette différence complique la vie des couples. Chacun se comporte comme s'il venait d'une autre planète. Nous ne réagissons pas de la même manière aux situations de la vie, au point qu'il s'ensuit parfois de graves malentendus. Ce livre propose de découvrir comment fonctionne l'étranger en face de nous. Et a pour but de faciliter l'existence commune. Et en la matière, il y a beaucoup à faire. Comprendre le mariage selon Dieu, reconnaître son rôle de conjoint, apprendre à communiquer, résoudre les conflits, gérer l'argent dans le couple, gérer la belle famille, un grand sujet, gérer également le cadre social, l'intimité spirituelle, l'intimité sexuelle, apprendre à être parent selon Dieu, et j'en passe. Cet ouvrage est le fruit de nombreux cours et de nombreuses séances de thérapie conjugale délivrées par le couple Tozo. C'est un guide pratique et indispensable pour tous ceux qui souhaitent découvrir comment fonctionne le mariage et surtout comment le réussir. Il propose des outils pratiques inspirés du modèle divin du mariage pour vous aider à développer votre maturité, votre amour et à savoir mieux gérer votre relation. C'est un véritable trésor qui contient des clés pour relever les défis de la vie à deux. Il est composé de 12 chapitres et c'est bien entendu la suite et l'approfondissement du tome 1 qui lui a eu un véritable succès, qui s'est déjà vendu à des centaines d'exemplaires à travers le monde. Il est fait d'histoires, d'anecdotes, d'expériences, de cas pratiques et particulièrement ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'il y a des exercices qui sont proposés à la fin de chaque chapitre et ils sont très pertinents. Alors, mesdames et messieurs, qu'il s'agisse des 4 objectifs de Dieu pour le mariage, des 3 formes d'amour pour la réussite du mariage, ou des 5 niveaux de communication, ou encore des 5 principaux modes de résolution des conflits, vous découvrirez des vérités qui modifieront votre perception du mariage. Je me propose de vous partager quelques citations de l'ouvrage. La passion et l'amour ne suffisent pas à eux seuls pour assurer un mariage réussi. Nous ne sommes qu'à la page 7. Chaque fois que le rôle d'influence de la femme va dominer le rôle d'autorité de l'homme, le couple quitte le terrain de l'harmonie et emprunte le chemin du chaos. La communication est à l'amour ce que le sang est à la vie. Dans la communication, la femme vise souvent l'amélioration de la relation. Elle peut parler juste pour parler. Dans ce cas, l'homme doit apprendre à écouter simplement pour écouter. À présent, laissez-moi vous lire un extrait carrément du livre. Et pour ceux qui l'ont très rapidement, je vous invite à me retrouver à la page 80. Parce que ce chapitre, c'est le chapitre que je préfère dans ce livre. Devenir une seule chair. C'est mon chapitre préféré. Page 80, une seule chair, l'intimité. Très rapidement. Et je fais la lecture. Donc accordez-moi 2 petites minutes. La réponse de Dieu à la solitude de l'homme a consisté à créer Ève, une créature semblable à Adam, tirée de lui, mais totalement différente. Dieu n'a pas fabriqué un clone d'Adam entièrement
identique à lui. Adam avait également compris ce principe. Tiré d'un profond sommeil, un état second de mort, lorsqu'il rencontra Ève, il dit ceci. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Adam a compris et noté que la femme appartient à son espèce, mais qu'elle est bien différente. C'est pour cela qu'il l'a appelée femme et non homme. La femme étant tirée de l'homme, elle lui est apparentée, mais elle est différente, unique et complémentaire à l'homme. L'erreur des couples contemporains est que chacun lutte dans le but de transformer l'autre à raisonner, réagir et communiquer exactement comme soi. L'on se bat pour faire de sa femme un second homme ou de son mari une femme. Dans ces conditions, on s'épuise sans jamais atteindre l'intimité voulue par Dieu. Et je vous invite à découvrir le reste. Mais mon avis est le suivant. Aussi mystérieux qu'est l'amour, ce livre le décrypte à travers un contenu savoureux et fantastique. Ce livre nous plonge dans un univers passionnant et dévoile réellement un guide pour un mariage réussi. D'emblée, il indique au lecteur qu'il va bien trouver ce qu'il cherche puisqu'il va à la source, auprès de l'instigateur du mariage, qui est Dieu. Oui, mesdames et messieurs, on ne peut réussir le mariage loin de celui qui l'a institué. Oui, la réponse à la question du mariage se trouve non pas dans l'amour, la passion, la beauté ou l'intelligence, mais bien évidemment dans des principes clés. Et ce livre est une argumentation qui dit pourquoi et comment il en est ainsi. J'aime bien cette question des auteurs que je m'en vais partager avec vous. Une question à se poser tous les matins, d'après eux. Tous les matins. La question est la suivante. Comment puis-je encore bénir mon conjoint en ce jour? Tous les matins, se poser cette question. Comment puis-je encore bénir mon conjoint aujourd'hui? Mesdames et messieurs, désormais, pour tous vos cadeaux de mariage, pour aider un couple, pour soutenir de futurs mariés, pour toute personne qui ambitionne réussir son mariage, ce livre est absolument la solution. C'est la ressource idéale pour fluidifier votre relation. Il y a donc 4 actions que je vous propose. 4 actions. Premièrement, l'acquérir. Ensuite, le lire. Après cela, l'appliquer. Et enfin, le partager, le diffuser et aider d'autres personnes à en avoir connaissance. Tout comme les auteurs, je souhaite que votre couple soit rempli de joie, de paix et d'amour, qu'il soit un modèle qui attirera les familles vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier tonton Happy pour son intervention. Je sors d'ici plus que béni et mon cerveau est vraiment nourri. Moi, mon intervention vient sur le fait que, tonton Happy, vous avez parlé de prendre l'initiative de changer. Et j'ai une question, c'est de savoir, dans la vie de tous les jours, ou encore, on va dire, avec notre fiancé, notre conjoint, et supposons si c'est une personne narcissique et que moi, je prends la décision de le quitter, et cette personne-là prend l'initiative de changer. Elle décide de faire les choses que moi, je demandais avant qu'elle puisse faire. Tout juste pour que moi, je puisse me résigner et oublier mon idée de divorcer ou encore de le quitter si nous sommes en fiançailles. Ma question est celle de savoir comment pouvoir détecter si la personne veut réellement changer ou encore cette personne utilise juste le fait, comment je veux dire, cette stratégie pour pouvoir me manipuler mentalement. Tu fais comprendre? Tout à fait, merci. On prend la deuxième question, on prend les 5 questions ou les 5 interventions et puis le couple auteur va répondre d'une manière globale pour gagner du temps. Merci. La deuxième intervention. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sans plus tarder, j'aimerais juste savoir, j'aimerais juste que vous reveniez sur le fait des tabous. Alors, lorsqu'on a des tabous, par exemple, si j'ai des tabous à moi qui reviennent de mon passé, comment est-ce que je devrais me comporter? Est-ce que je dois faire un travail sur moi-même ou alors si réellement ces tabous-là ont un impact négatif sur ma personne, est-ce que je devrais amener le conjoint à se résilier pour pouvoir ne pas créer d'amples problèmes ou alors c'est parce qu'après les tabous, on ne peut pas forcément passer
d'un coup de la main comme ça dessus. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner là-dessus? Merci. Merci. Après ces deux questions, au fond, on prend une question au milieu et puis on prend les deux ici pour équilibrer un peu la salle, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc il y a une main ici, il y a une main là et il y a une main de l'autre côté. Et puis c'est bon. Alors, merci. D'abord, c'est pour féliciter le couple Happy et l'homme pour ce travail vraiment très, très riche. Nous bénissons le Seigneur qui vous a donné cette inspiration de pouvoir produire, d'avoir cette production à la disposition de l'Église et de tout le monde, en quelque sorte, hein, de tous les couples. Donc, félicitations. Et merci également au frère Gaius pour l'exposé brillant de ce tome. Alors, j'ai observé un peu ce que vous avez expliqué comme les différentes phases, hein, en commençant par la phase romantique jusqu'au rejet. Et votre objectif pour ce volume, c'est de stabiliser ou bien d'améliorer ou d'éviter de descendre en quelque sorte. J'ai observé votre courbe aussi, la courbe. Il y a vu la première courbe, qui va et qui redescend, voilà. Et l'autre courbe qui monte un peu, mais après je vois que c'est un peu décroissant pour se stabiliser quelque part. Et pourquoi cette phase de décroissance? Pourquoi ne pas rester là, au sommet, ou avoir pic pour aller un peu plus loin, mais vous redescendez? Et est-ce que vous êtes un peu sceptique que vraiment cette phase romantique puisse évoluer positivement et que votre position c'est juste ça va de toute façon descendre et il faut vraiment chercher des choses pour pouvoir soutenir quelque part. Merci. Et en même temps, c'est une réflexion. Est-ce que, en dehors de ce volume-là, est-ce que vous pensez développer un autre thème où, au lieu qu'on observe cette phase de décroissance, on pourra remonter? Merci. Nous remercions le spécialiste des courbes. On dirait que c'est un ingénieur statisticien économiste. Merci. Voilà, là-bas, oui, la dame qui est debout et puis le couple en orange ici. Ils vont parler d'une même voix, je suis sûr. Bonsoir à tous. Merci au couple Tozoro pour cet exposé. Ma question est la suivante. Au niveau de la communication des conjoints, est-ce qu'il faut prendre en compte la communication non verbale lorsqu'on sait qu'il y a des personnes introverties qui n'aiment pas parler? Merci. Merci beaucoup pour la question. La dernière question. Ce n'est pas vraiment une question. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir Happy, bonsoir Elom. Et que Dieu vous bénisse. Alors je prends la parole à double titre. Il disait tout à l'heure que dans la salle, il y a son patron. Son patron est là. Et je voudrais vraiment, au nom des différents collègues, on a été collaborateurs à un moment donné. Et on travaille toujours ensemble dans la même direction générale. Donc, vraiment féliciter le couple. Ça ne nous étonne pas. Hein. Quand on voit comment tu travailles, comment tu es sérieux dans ce que tu fais au niveau du bureau, ça ne nous étonne pas que, également, dans tes activités ecclésiastiques, tu sois aussi dans cette excellence-là. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu as notre encouragement et tu as nos remerciements. Maintenant, j'enlève cette casquette et je mets la casquette du frère. Voilà, je voudrais juste encore une fois témoigner de la bénédiction que la famille Tojo est pour nous, mon épouse et moi, ainsi que notre famille. On a beaucoup échangé avec eux, ils nous ont beaucoup aidés quand il a fallu mettre en place un département qui s'occupe des familles au niveau de l'église où nous sommes. Et jusqu'à présent, les outils que nous utilisons sont ceux qu'ils ont produits. On veut vraiment les remercier et prier que Dieu les bénisse. Je suis sûr qu'il y a un tome 3 qui va sortir
Et nous attendons très impatiemment ce tome 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se lève? Merci beaucoup pour ces encouragements, ces mots qui nous vont droit au cœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. Alors, la première question, c'est de savoir si la personne est narcissique et que cette personne-là essaie juste de changer pour influencer plus ou moins. Alors, ce que nous avons dit et qui est important de retenir, c'est que lorsque vous devez améliorer ou apporter le changement dans votre relation, prenez d'abord vous l'initiative du changement. Lorsque vous prenez l'initiative du changement, vous l'influencez lui. Et une fois que vous l'influencez, alors cette personne-là va au fur et à mesure changer. Il est important, lorsque vous avez en face de vous des personnes qui ont des pathologies psychologiques, il y a des traitements qu'il faut. Il faut vous faire aider pour pouvoir identifier si effectivement votre partenaire est narcissique et quels sont les différents types de besoins qu'on peut lui apporter pour pouvoir régler ce problème. Et ça me permet également, chérie, tu me permets, ça me permet également de dire aux célibataires, lorsque vous voulez vous marier, assurez-vous d'avoir traité ce que nous appelons les blessures émotionnelles et également les blessures psychologiques. Vous savez, on traite souvent de la problématique des blessures intérieures, mais on oublie leur effet sur notre manière de penser. Et à partir d'un moment donné, notre manière de penser va affecter nos actions de tous les jours. Et ce qui va faire que nous aurons du mal à asseoir effectivement une relation assez solide. Oui. Merci chérie. J'aimerais compléter aussi, dire que souvent, nous voyons la personne en face, le conjoint, le partenaire, nous le voyons comme si c'est lui seulement qui a des problèmes, sans se remettre en cause. Donc nous devons nous-mêmes nous remettre en cause, nous observer, demander à nos proches, est-ce que nous aussi nous ne présentons pas des défauts, ainsi de suite. Et si l'autre ou bien nos amis nous disent que nous avons des défauts, alors nous devons travailler, comme mon mari vient de le dire, nous devons travailler sur notre personne d'abord. Travailler et l'autre qui est à côté verra qu'on a changé, ça peut l'influencer et l'encourager lui aussi à changer. Merci. Alors, lorsqu'il y a des tabous, deuxième question, lorsqu'il y a des tabous dans votre relation, vous devez y travailler. Et nous avons parlé de cela dans notre présentation, c'est déjà de décider d'en parler. Vous pouvez vous faire aider si c'est possible, mais il faut décider d'en parler. Alors, je m'en vais toucher la question, on nous presse là, donc à la question du pasteur qui est très importante, c'est, on voit que dans notre courbe, il y a un décrochage. Et après, le couple s'est stabilisé. En réalité, c'est ce que le couple doit vivre. Je vous explique. Lorsque on commence la relation, on est dans la phase euphorique. L'amour est beaucoup plus émotionnel qu'un amour stable. Vous savez, nous avons découvert dans la Bible que l'amour qui rend solide une relation, c'est un amour qui est décisionnel et non un amour qui est émotionnel. Mais ce qu'on nous apprend, c'est cette euphorie-là aujourd'hui. Par exemple, la sève à la terre, on tombera dans l'euphorie et dans la passion de l'amour. Mais ce qui est important, c'est que le couple va, à un moment donné, apprendre à être stable. Et à partir de ce moment-là, on sentira que l'euphorie va tomber un peu, mais le couple va demeurer stable et cet amour-là dure dans le temps. Mais lorsqu'on prend l'euphorie, parfois, vous savez que, comment on appelle, les émotions sont très fluctuantes. Et donc ça monte et un autre jour ça descend. Mais lorsqu'on apprend à développer ce type d'amour stable, on arrive à poser notre avion sur un bon terrain et on peut avancer. La communication non verbale. La communication non verbale, si. Nous avons parlé dans le livre des différentes formes de communication qui sont nécessaires. La stratégie, c'est de bien parler, bien écouter. D'abord, il faut développer l'écoute. Ensuite, il faut développer des stratégies pour parler. Alors, dans la stratégie pour communiquer à son partenaire, vous avez également la communication non verbale qui va parfois parler plus que ce que vous ne dites. Et donc, il faut tenir compte. Par exemple, je dis à ma femme, « Je t'aime ». Même si tu dis de ta bouche que tu l'aimes, l'expression que tu dégages et tout ce que tu dégages ne renvoie pas à ce que tu veux dire. Et donc, ton langage ou ta communication ne sera pas fluide.
Voilà, je pense voilà. que... Est-ce que vous prévoyez un troisième? Alors, est-ce qu'il y a... Chérie, est-ce qu'il y a un troisième tome? Bientôt, bientôt. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Sans transition, nous allons passer à un témoignage d'1 minute 30 ou 2 minutes de la part du couple Kassa. Bonsoir à tous. Désolé, hein, ma femme n'a pas l'habitude d'être devant les gens comme ça. Moi, par contre, si, parce que je parle et j'enseigne comment parler. Voilà. C'est la communication non verbale. Merci beaucoup, merci. Je suis le frère... Bon. C'est la chaîne ITV qui nous accompagne. Merci. Je suis le frère Chanel Kassa. Je suis accompagné ce soir de ma femme, de notre fille et de notre fils ou de notre fille. Voilà, donc c'est toute la famille qui est présente aujourd'hui dans cette salle. Vous l'aurez constaté, nous remercions avant tout le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être passés dans des précieuses mains. Je vais citer les mains de ce merveilleux couple, ou dirais-je même de cette merveilleuse famille Todzro. Dans mon église, au moment où ils sont arrivés, par l'inspiration du Saint-Esprit, notre berger, notre père, le pasteur Félix, a instauré un département vie et famille et une école de fiançailles a été créée. Et comme le dit la Bible, nous serons la tête et jamais la queue. Nous avons eu la grâce d'être les premiers étudiants, ou dirais-je même élèves, de cette école des fiançailles. Nous avons été enseignés par cette famille qui nous a appris les rudiments de comment nous comporter avant le mariage et un peu après le mariage. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur l'accélération de pendant le mariage, parce qu'il y a également beaucoup de choses dans le mariage que nous sommes en train de découvrir et nous bénissons Dieu pour ça. Et nous avons été le premier mariage de cette première promotion. C'est encore une grâce et je vous recommande ce qu'ils écrivent parce que dans leurs ouvrages, assurément que vous trouverez des réponses aux multiples questions que vous vous posez sur comment vous comporter dans le mariage. Et pendant qu'il parlait tout à l'heure, en suivant son exposé, j'avais le sentiment que j'étais en train de subir une thérapie. C'est comme s'il est dans ma maison, dans certains de ses propos, où je me rends compte que je ne dois pas cesser d'apprendre, parce que plus on vit, plus on apprend. Parce que si on cesse d'apprendre, on cesse de grandir. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ça. Je vais laisser le micro à ma charmante, ravissante et splendide épouse, qui va également placer 2 ou 3 mots selon que son cœur souhaite vous parler. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci déjà pour l'occasion, l'opportunité que vous donnez à chacun de nous de parler ce soir. C'est un réel privilège et nous en sommes vraiment honorés. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je voudrais dire, c'est bénir également le nom du Seigneur pour vos vies. Comme mon mari l'a dit tout à l'heure, vous êtes une véritable bénédiction pour nous, pour Bethel, et beaucoup en témoignent. Et nous en sommes très fiers, très très fiers de vous. Et je pense que le pasteur ne dira pas autre chose. Et aujourd'hui, c'est l'Église du Sénégal qui bénéficie de votre bénédiction, parce que c'est une bénédiction, d'être une bénédiction également pour beaucoup de gens, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Parlant de notre témoignage, nous allons sur la 5e année de notre mariage.
Ce n'est pas forcément facile. Beaucoup peuvent en témoigner. Il y a d'autres qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément tout rose. Mais on a parlé de pouvoir connaître le langage d'amour de son conjoint. Ça, c'est très, très, très important. Moi, c'est une partie que j'ai retenue déjà depuis la classe des fiançailles. C'est très important. Beaucoup négligent, mais c'est très important. Parce que si tu ne connais pas le langage d'amour de ton partenaire, tu risques de passer à gauche, de passer carrément à gauche, faire des actions qui, pour toi, sont bonnes. Tu te dis, tu es là, tu fais ton possible, tu fais le nécessaire, mais après tu te dis, mais je fais tout ce que je dois faire, mais elle ne comprend pas, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de plus? C'est parce que tu n'as pas cherché à cerner ton partenaire. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de connaître ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Je vous assure que si nous faisons cela, je pense qu'il y aurait une nette amélioration dans l'amour que nous manifestons pour nos partenaires. Et c'est très important. Il y a tellement de choses qui ont été dites ce soir qui sont à prendre vraiment très au sérieux, tant pour les mariés que pour ceux-là qui veulent s'engager ou pour ceux-là qui sont déjà engagés. Ça n'a pas été tout rose, ce n'est pas tout rose comme on le croit, mais avec la grâce du Seigneur, la prière, la persévérance et surtout la volonté, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage. Merci. Nous allons enchaîner directement. Avant d'aller à la dédicace, nous allons demander au pasteur Mignandou de prier pour l'œuvre. Je bénis le Seigneur pour ces moments et je suis convaincu que cela marque une étape importante dans la marche de l'Église. C'est ce couple qui nous a aidés aussi lorsque nous avons mis sur place le département famille et couple de notre Église Temple des Nations. C'est eux qui sont les enseignants, les formateurs qui ont guidé notre première marche. Parlant de école, je préférais maintenant que vous passiez à l'université du mariage. Parce que ce que je vois dépasse l'école, c'est l'université. C'est vrai, l'école dans son sens large, mais c'est une université vu la profondeur, la sagesse et tout cet enseignement qui se dégage. J'avais voulu poser les questions, le pasteur Kouessi m'avait déjà devancé, mais j'avais voulu dire que en les voyant, c'est comme s'ils sont arrivés au moment où ils disent le divorce ne fait plus partie de notre programme. L'échec ne fait plus partie de notre programme. Nous allons de l'avant, nous avons été créés tous deux. Vous les voyez quand ils se regardent. Là où il enlève, comme il lui fait un bouton dans le sourire, ça appelle le sourire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je nous propose d'acheter le livre. Moi, j'ai déjà dévoré ça. Parce que quand vous me l'avez apporté, vous ne m'aviez pas trouvé. Je devais le lire et je vous assure que c'est excellent. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es un Père excellent, un Père modèle. Et tu as façonné ce couple pour parler du mariage. C'est toi qui l'as institué, mais il l'interprète pour des familles. Reçois la gloire. Nous te confions, Seigneur, la dédicace de ce livre. Que cela impacte des vies, guérisse des familles. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, parce que nous savons, Père, que si tu veilles, si tu bâtis, ce que tu bâtis est solide. C'est des familles qu'ils bâtissent. C'est des couples qu'ils guérissent. C'est des foyers, Seigneur, qu'ils rendent solides. Nous te prions, partout où ce livre arrive, Seigneur, que les vies soient impactées. Nos yeux verront, car c'est un best-seller qui va parcourir le monde pour ta gloire, Seigneur. Je te dis merci et nous prions, Seigneur, que ta main soit sur ce livre,
Que le Saint-Esprit continue d'inspirer ceux qui vont le lire et que cela encore suscite d'autres livres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.